Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, les enseignants ont à mettre en place les programmes scolaires dans leur classe, dans leur école, et ils s'appuient sur un certain nombre de ressources, parmi lesquelles les manuels scolaires. Et alors, plusieurs études ont révélé la présence de ces manuels scolaires au cycle 3 dans plus de 75% des classes. Alors, nous allons vous présenter quelques résultats d'une étude que nous avons réalisée début 2015. Donc, il s'agissait, comme l'a indiqué Michel Fayolle, là, de faire donc, un état des lieux des manuels scolaires de mathématiques disponibles sur le marché pour l'école élémentaire et d'autre part d'observer, mais dans quelques classes seulement, comment les enseignants utilisent le ou les manuels dans leur classe avec leurs élèves. Donc, pour cette étude, nous entendons par manuel scolaire les livres ou les fichiers qui sont en format papier dont peuvent disposer les élèves, et on évoque aussi les guides pédagogiques qui, eux, sont destinés aux enseignants qui accompagnent la plupart du temps les manuels scolaires. Alors, le plan de l'exposé, nous allons donc revenir sur l'étude préalable des manuels, leur utilisation en classe, et on va finir par quelques préconisations. Je ne sais plus si c'est moi après. Donc, 4 principaux constats se dégagent de l'étude de l'offre éditoriale. Le premier constat, c'est la profusion. Donc, entre mai 2008 et janvier 2015, si vous avez bien suivi l'intervention de M. Huneau, vous comprendrez pourquoi nous avons choisi cette période. Eh bien, ce sont plus de 120 titres de manuels scolaires de mathématiques qui sont parus à destination des élèves de CP, du CP au CM2. Le deuxième constat, il concerne les types de manuels. On a pu trouver 2 grands types, les livres et les fichiers. Alors, pour les élèves de niveau CP et CE2 et CE1, l'offre est quasi exclusivement composée de fichiers. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des supports brochés qui ont l'apparence d'un livre, mais sur lequel les élèves vont écrire, porter leurs réponses dans un espace qui est prédéfini, parfois relativement restreint. Alors, contrairement au livre, le fichier n'est pas réutilisable l'année suivante par une autre cohorte d'élèves. Il doit être remplacé. Par contre, à partir du CE2, eh bien, le support livre devient peu à peu prépondérant. Et d'ailleurs, les livres, on en trouve de 2 formes. Ils ont soit une organisation linéaire, avec les pages de séance qui se succèdent au jour le jour, en faisant alterner donc, les différents domaines, géométrie, calcul, etc. Ou bien, ils ont une organisation que l'on appellera par domaine et qui regroupe toutes les pages des séances d'un même domaine, laissant ainsi donc, à l'enseignant le choix de sa programmation annuelle. Le troisième constat, continuité, rupture, dirons-nous. Chez les éditeurs, la volonté, dirons-nous, de continuité pédagogique peut apparaître à travers des collections complètes qui vont du CP jusqu'au CM2. Mais on remarque que chacun des quelques 120 manuels donc, que nous avons pu avoir entre les mains est associé à un seul niveau d'enseignement. L'unité de référence, c'est l'année scolaire, ce n'est pas le cycle. Nous n'avons par exemple jamais identifié de manuel destiné spécifiquement à des classes à cours multiples du type CM1, CM2. Pourtant, près de 40% des classes élémentaires en France sont des classes multiniveaux. Le quatrième constat, c'est que l'on rencontre 2 grandes catégories d'équipes d'auteurs. Alors on a soit des équipes qui sont composées de spécialistes des mathématiques qui vont s'entourer d'acteurs, on va dire, de terrain, par exemple des enseignants qui sont chargés de classe ou bien des directeurs d'école, etc.
Et puis, deuxième grande catégorie, eh bien, ce sont des équipes composées uniquement de ces acteurs de terrain. Et ce, alors, voyez-vous, à travers l'analyse des guides pédagogiques, dont le nombre de pages varie du simple au double selon les collections. Eh bien, on constate que la constitution même de ces équipes d'auteurs va orienter les choix vers des contenus différents dans lesquels les travaux universitaires et les savoir-faire ont des poids différents. Donc, en conclusion de cette analyse de l'offre éditoriale, nous pouvons dire que profusion et diversité caractérisent cette offre étudiée à partir de ce premier panel de manuels. Oui. Nous avons donc pris un deuxième panel de 48 manuels pour aller voir plus précisément les notions mathématiques. Ici, là, nous présentons l'approche globale, notamment l'apparence. Il apparaît justement que les manuels sont organisés de manière le plus souvent linéaire. Ils sont tout à fait reconnaissables grâce à des codes de couleurs, des illustrations ou encore l'agencement des cadres ou les titres des rubriques. C'est en général même le cas pour une collection tout entière et même pour les guides pédagogiques qui les accompagnent, ce qui permet très facilement de les identifier. Alors, autre chose, le savoir. Alors, il est présenté, chaque jour, il y a un savoir nouveau qui est présenté, donc il est l'enjeu principal de la séance. Il est très souvent, ou même très majoritairement, introduit grâce à une activité qui est dite de découverte. Donc, a priori, on demande d'abord de travailler, de questionner ce savoir avant de le formaliser. En fait, quand on va regarder plus précisément les manuels, ce n'est pas toujours le cas, et parfois on retrouve finalement un schéma un peu plus classique de présentation du savoir vers ses utilisations. Par contre, les textes de savoir sont très présents, puisque dans 45 des 48 manuels que nous avons étudiés, ils sont là. Et même plus exactement, dans 21 des 48, ils sont présents tous les jours, donc sur le fichier, ou sur le manuel de l'élève, puisque c'est en fait le plus souvent pour le cours moyen. Dans ce cas, l'élève peut accéder aussi lui-même au savoir, parce que les textes de savoir sont sur son support, et on peut se demander aussi si la vocation de la séance de découverte reste vraiment, si elle reste vraiment une séance de découverte, puisque l'élève peut effectivement regarder le savoir avant de faire cette découverte. Alors, en ce qui concerne le savoir qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été introduit, on le retrouve le plus souvent dans des synthèses, des évaluations, parfois dans certaines autres situations de découverte, mais où seulement un quart des manuels, eux, vont présenter des séances dédiées au jour le jour, au renforcement, on va dire, des notions déjà introduites. Par contre, le calcul mental qui a été évoqué tout à l'heure fait une quasi-unanimité maintenant, et puisqu'il apparaît tous les jours dans des activités ritualisées la plupart du temps. Donc en conclusion, par rapport à cette approche globale, sous une apparence uniformisée, on note une diversité du traitement global des connaissances et savoirs, ce qui n'est pas sans influencer évidemment les apprentissages des élèves. Alors, je crois que je continue. Alors, donc là, nous allons aller sur l'approche cette fois-ci notionnelle. D'abord les nombres et calculs, puis on va regarder trois notions entre guillemets mathématiques, la signification des chiffres au CP, les opérations et les fractions et décimaux au CM1. C'est ce qu'a dit Michel Fayolle. Nous avons donc choisi de prendre ces trois notions plus précisément. Alors, nous avons analysé par niveau d'enseignement, donc CP jusqu'au CM2, la place réservée au domaine nombre et calcul dans chacun des manuels des 10 collections analysées dans notre deuxième panel. Alors, nous constatons une forte disparité. Au CP, par exemple, la proportion de ces séances, intitulées Nombre et calcul, varie de 50% pour le manuel de la collection numéro 10 à 77% pour celui de la collection numéro 3. En d'autres termes, la moitié du nombre total de séances pour l'un contre les 3/4 pour l'autre. Au CE2, sur ce point,
c'est là que les écarts entre les manuels sont les plus grands. Ce qui conduit les élèves qui ont ces manuels entre les mains à être confrontés de manière plus ou moins fréquente à ces séances sur les nombres et les calculs. Alors maintenant, nous allons nous intéresser donc aux 3 notions mathématiques déjà citées. Voilà. Alors donc un autre tableau. Donc la première, nous avons regardé la signification des chiffres OCP, ce qui est absolument fondamental. C'est un des axes, une des questions en fait qui a été déjà évoquée. Elle est étroitement liée à la conceptualisation de la dizaine, et sa compréhension conditionne en fait tous les apprentissages numériques futurs. Alors dans ce tableau, on voit apparaître donc 3 titres de manuel, et pour chacun d'entre eux, on voit comment est ventilé, on va dire, l'apprentissage du nombre. Alors vous voyez si on regarde le premier, on peut voir que 40% de l'année, c'est-à-dire jusqu'à peu près fin décembre, début janvier, les élèves donc, vont travailler le nombre jusqu'à 16, 22 puis 32. Ensuite apparaît en fait les séances d'introduction de la signification des chiffres dans les écritures chiffrées. Et le restant de l'année, donc à nouveau, le champ numérique est étendu, cette fois-ci avec les 2 numérations. Alors on peut voir que d'abord que le moment d'introduction finalement du sens donné aux chiffres est étonnamment stable, puisqu'il est entre 40% et 50% de l'année, un petit peu avant donc la moitié de l'année. Mais par contre, le champ numérique, la façon dont il est étudié avant et après, est tout à fait différent. Et en fait, cela révèle des conceptions différentes des auteurs, des manuels, sur l'articulation entre les 2 numérations. Donc moi ici, je vais parler de 2 numérations, la numération écrite chiffrée et la numération orale, la numération parlée en langue française. Alors, autre chose, si on regarde à nouveau les situations de découverte, qui sont très importantes, notamment celles donc, qui concernent l'apprentissage du sens des chiffres, on voit qu'a priori, on a l'impression qu'elles sont toutes les mêmes, puisqu'il s'agit de dénombrer de grandes collections. Donc on augmente le nombre et on se dit on aura besoin donc des chiffres pour pouvoir faire les opérations, dénombrer ou voir comparer. En fait, quand on regarde plus précisément ce que sont ces situations, on voit qu'il peut y avoir aussi ici quelque chose qui finalement révèle d'une exposition des savoirs, puisqu'en fait ils ne sont pas forcément questionnés, et notamment la conceptualisation de la dizaine n'est pas non plus tout à fait la même chose selon les manuels. Donc finalement, bien qu'une recherche soit demandée aux élèves en amont de l'exposition des savoirs, ces situations ne questionnent pas que certains aspects du savoir, et à nouveau on peut se demander si elles gardent bien leur statut de situation de découverte. Alors je crois que je continue. Le deuxième, ce sont sur les 4 opérations. Alors là, on va illustrer uniquement pour la soustraction, et le tableau présente le moment d'introduction de la technique opératoire. Par rapport au sens, on verra tout à l'heure la différence. Donc ici, on peut voir le tableau pour une des collections, c'est introduit à 39% de l'année, c'est à peu près comme tout à l'heure, fin décembre, début janvier, alors qu'une autre collection, c'est introduit aux 3/4 de l'année, donc plutôt vers le mois d'avril. En fait, ce que ça peut révéler, c'est que justement, les opérations sont travaillées soit selon leur sens, c'est-à-dire on essaye de trouver ici quand est-ce que la soustraction est pertinente selon le problème, ou alors elle travaille plutôt la technique opératoire, donc l'algorithme à apprendre et à comprendre. Et si on regarde des poids donc, très différents sont donnés sur ces 2 types d'apprentissage. Et si on regarde plus précisément la technique opératoire, en fait, et c'est vrai pour toutes les techniques, elle est l'occasion de retravailler la numération écrite chiffrée, dont il était question tout à l'heure. Et à nouveau, on voit des différences de traitement par rapport à ça. Et la soustraction est d'ailleurs assez emblématique à cet égard, parce que 2 techniques se côtoient notamment au cours élémentaire, et il n'y en a plus qu'une seule en CM2, et en fait c'est celle qui ne favorise pas nécessairement un retour sur les écritures chiffrées. Voilà, je crois que j'en finis. Ah oui, je vais quand même conclure par rapport à cette diapositive, alors qu'on aurait pu s'attendre à nouveau à une certaine uniformité sur quelque chose qui semble assez partagé par tous, les 4 opérations. Les manuels divergent à la fois dans la programmation annuelle, dans les apprentissages visés, dans le temps qui leur est consacré, ce qui peut mener donc à une discontinuité dans ces apprentissages. Alors, la 3e notion abordée, ce sont les fractions et les décimaux, pour reprendre la terminologie donc employée dans les programmes et dans les manuels. Et nous avons considéré le niveau CM1,
puisque c'est là que, dans les programmes 2008 sur lesquels nous sommes appuyés, sont introduits ces nouveaux nombres. Alors, sur l'écran, vous voyez donc représenter chaque séance qui concerne ce thème, nombres et décimaux, identifiés comme tels dans les manuels. Et on a indiqué, donc par un petit losange jaune, la séance d'introduction de l'écriture à virgule. La virgule étant un codage, bien sûr. Alors on constate que d'une part, dans les 9 manuels de CM1 à organisation linéaire, que j'évoquais là tout à l'heure, l'écriture fractionnaire est toujours introduite avant l'écriture à virgule. Toutefois, les fractions commencent à être abordées à des moments qui sont plus ou moins précoces dans l'année. Alors, cela est très variable. Vous voyez, ça va d'octobre jusqu'à février. Et l'écart entre cette introduction et celle de l'écriture à virgule peut, quant à lui, aller de 2 jours, c'est le cas du manuel numéro 6, à 3 mois, c'est le cas du manuel numéro 3. Et d'autre part, on remarque que le nombre de séances sur le thème de fractions et décimaux, au CM1, varie de 6 à 21. On a, voyez-vous, là encore, une grande disparité entre les manuels, renvoyant à des conceptions différentes des apprentissages. Alors, prenons quelques exemples à travers 2 extraits de manuels différents, tandis que certains manuels proposent sur une même page différentes représentations pour un même nombre, pour faciliter peut-être la mise en relation entre les différentes écritures. D'autres manuels ne le font pas, laissant cette charge à l'élève ou bien conduisant l'enseignant donc à aller chercher ou à construire d'autres ressources, on va dire, faire un détour vers d'autres supports peut-être. On constate par exemple que la droite graduée a une place qui est très variable selon les manuels. Alors ce travail de confrontation, de représentation, de passage d'une écriture à l'autre paraît pourtant essentiel pour lever ces obstacles qui conduisent encore certains élèves à l'entrée en 6e, voire en 5e, à confondre 3/4 et 3,4, ou bien encore 1/5 et 0,5. D'autre part, certains manuels rendent très explicite la désignation orale de ces nombres. Par exemple, ils incitent à oraliser 5 unités et 36 centièmes, ou 5 unités, 3 dixièmes et 6 centièmes, pour désigner le nombre écrit 5,36. D'autres n'incitent aucunement à le faire et se limitent finalement à faire voir les nombres, peut-être comme la juxtaposition de 2 entiers, 5 et 36 en l'occurrence, et à amener les élèves à conclure, comme on le rencontre souvent, encore donc à l'entrée au collège, à conclure que 5,36 est plus grand que 5,4. En conclusion de ce travail sur les différentes écritures, écriture fractionnaire, écriture à virgule, on constate dans les manuels de CM1 une grande diversité. D'une part, dans la programmation annuelle, d'autre part, dans la confrontation régulière des élèves à ces différentes écritures, d'autre part encore, dans les apprentissages visés et dans l'approche des écritures et des désignations orales. Alors, il nous reste juste 1 minute pour faire tout le reste. Ça va être un petit peu problématique. Donc, simplement un bilan. Donc, on a des repères visibles
et d'autres qui sont peu visibles, et ça a des conséquences sur les élèves, mais ce n'était qu'une analyse a priori. Donc on va maintenant, en 30 secondes, dire ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait quand on a été voir les classes. Donc on a été voir un certain nombre de classes, et on est suivi d'entretiens. Donc là, je vais simplement, pour le choix du manuel, dire juste quelques mots. Par rapport à ce qui a été prévu, enfin, on imaginait par rapport aux critères qui allaient être utilisés par les enseignants, c'est moins en fait, finalement l'apparence et la progressivité ou la continuité des apprentissages qui est citée, mais c'est plutôt le volume d'exercice et la présence d'indices de difficulté. Donc les manuels restent, le choix du manuel, c'est avant tout une démarche individuelle qui est souvent contrainte via des aspects financiers, puisque notamment pour les fichiers qu'on doit renouveler tous les ans. Alors, mais en fait, dans notre panel, seuls 4 des enseignants ont choisi vraiment leur manuel. Les autres, en fait, ont hérité du manuel et ils restent souvent là. Et ce n'est pas par hasard aussi, enfin, l'aspect financier n'est pas non plus étranger à cet état de fait. Et on peut trouver même parfois des manuels qui ne sont plus conformes au programme en vigueur. Voilà, donc on va peut-être... Oui, alors les observations étaient effectuées dans des classes qui disposaient de manuels, 2 classes de CP, les autres classes comptant des élèves de CM1. Il avait été demandé aux enseignants de présenter une séance qui portait sur le domaine nombres et calculs et qui permettait de comprendre l'usage du manuel dans la classe, dans cette enquête exploratoire. Alors on peut distinguer, je vais aller vite, 5 principaux constats. Un, c'est que la présence dans la classe d'un manuel par élève ne conduit pas pour autant à une utilisation effective de ce manuel par les élèves. 3 enseignants déclarent ne jamais utiliser le manuel pourtant présent dans leur classe. Le deuxième constat, c'est que lorsque le manuel est utilisé, c'est principalement en dernière partie de séance et en tant que recueil d'exercices. Le troisième, c'est lorsqu'il est utilisé en début de séance, eh bien, c'est dans des classes à double niveau, principalement. Donc, un contraste entre la classe à un seul niveau et la classe donc, à plusieurs niveaux. Le constat suivant, tous les enseignants disent ne pas aller au bout du manuel, laissant de côté, par exemple au CM1, un certain nombre de faits, par exemple le calcul sur les valeurs approchées qui n'est pas traité parce qu'ils disent on n'a pas le temps. Et les 2 classes de CP, elles, eh bien, sont utilisatrices du fichier parce qu'elles n'ont pas le choix sur le marché, avec une part assez limitée par rapport à l'écrit des élèves. Donc on n'a pas d'usage unique du manuel en fait dans les classes, voyez-vous. Et alors pour préparer la classe, en bref, les enseignants n'utilisent pas toujours le guide qui va avec le manuel de la classe. En revanche, ils se tournent beaucoup vers des ressources en ligne, des ressources faites par des collègues, par exemple, disent-ils, ce qui renvoie finalement à se dire quelle est la validation des savoirs recueillis finalement en ligne. Hein, qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, on voulait conclure par 4 préconisations, si on a le temps, voilà. Donc on va les énoncer. On va les énoncer. La formation à l'utilisation des manuels scolaires. Alors, on pense aussi d'ailleurs aux adultes qui vont encadrer les enfants hors la classe. Voilà, donc la diffusion d'une banque de ressources en ligne élaborée par des équipes pluricatégorielles, enseignants, formateurs, inspecteurs, chercheurs, et qui pourrait permettre d'accéder à des ressources validées, donc en quelque sorte, qui pourraient nourrir la réflexion sur l'utilisation du manuel. Et il faudrait aussi conduire une réflexion sur le statut du manuel scolaire, puisqu'il ne va pas forcément rester sous forme papier, pour être très vite. Et compte tenu de la polyvalence de l'enseignant du premier degré, eh bien, nous préconisons d'étendre la réflexion à d'autres disciplines. Nathalie, voilà. Et alors, pour terminer, en une phrase, nous soumettons à votre réflexion, en ce début du XXIe siècle, le paradoxe que pointait Jacques Prieuré dans sa thèse d'État en 1997. Le manuel scolaire, c'est ce livre qui ne peut être choisi par celui auquel il est destiné, l'élève. Merci à vous.